Je m'appelle Sarah Mercer. J'ai 43 ans. Et pendant 22 années entières, j'ai bâti une carrière dans le renseignement militaire dont je n'ai jamais eu le droit de parler à la table du dîner. Pendant plus d'une décennie, j'ai offert à l'homme que ma mère avait épousé toutes les occasions imaginables de voir ce que j'étais en train de construire. Il me présentait comme sa belle-fille qui occupait un poste administratif dans la marine, même après que je sois devenu contre-amiral. Et puis, un soir, lors d'un gala à Washington, un capitaine de vaisseau m'a saisi le bras dans le hall d'un grand hôtel, sous les yeux de ma mère et de lui, en exigeant mes papiers. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé ma façon de voir tout cela. Avez-vous déjà consacré votre existence à construire quelque chose de réel pour découvrir que vos proches refusaient de le reconnaître? Si oui, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous m'écoutez. Et si vous avez déjà dû continuer à bâtir alors que personne autour de vous ne comprenait ce que vous étiez en train de bâtir, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de femmes qui n'ont jamais renoncé. Car ce qui s'est produit dans ce hall, croyez-moi, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mon père m'emmenait sur les quais le samedi matin. J'avais 6 ans, lui 31. Premier maître dans la marine des États-Unis. Un homme qui traversait le monde avec une constance que je prenais pour un trait de caractère et que j'ai compris bien plus tard être le fruit d'un long travail intérieur. Nous marchions jusqu'au front de mer de San Diego avant que la chaleur ne monte et il me montrait les bâtiments de guerre, leurs coques grises, leurs proues hautes, ces longues rangées de hublots pareilles à des paupières closes. Il m'expliquait le rôle de chaque navire dans cette langue claire qui rend l'inaccessible presque familier. Un jour, il s'est accroupi à ma hauteur, près de la ligne de flottaison d'un destroyer, et m'a dit que tout ce qui méritait d'être protégé, la mer le savait déjà. Je n'ai pas compris. J'avais 6 ans. Mais j'ai rangé cette phrase comme on range les choses importantes avant même de savoir pourquoi elles le sont. Il s'appelait Michael Mercer. Né en 1960, fils d'une famille mexicaine-américaine installée à Galveston, au Texas, il s'était engagé dans la marine à 18 ans. Durant sa première décennie de service, il était passé de simple recrue à premier maître grâce à un mélange d'intelligence et de ténacité que tous ses supérieurs soulignaient dans leur rapport d'évaluation. C'était un homme trapu, 1,75 m, économe dans ses gestes, le genre de personne qui occupe exactement l'espace dont elle a besoin, et pas 1 centimètre de plus. Pourtant, il emplissait une pièce comme certains hommes de grande taille ne parviennent jamais à le faire, parce qu'il était entièrement présent partout où il se trouvait. Cette qualité-là est plus rare qu'on ne le croit. Il n'avait nul besoin de reconnaissance ni d'applaudissements. Il se levait tôt, accomplissait sa tâche et rentrait à la maison. Il m'a appris à préparer le café avant même que je sois assez grande pour atteindre la cafetière. Il préparait des crêpes aux fraises le dimanche matin quand la semaine s'était bien passée, c'est-à-dire presque toutes les semaines. Il lisait le soir à la table de la cuisine avec cette concentration tranquille des gens qui considèrent le temps comme quelque chose qu'on ne gaspille pas. Un jour, alors que j'avais 7 ans et que je lui demandais pourquoi il aimait la marine puisqu'elle l'obligeait à partir si souvent, il m'a répondu que l'armée vous enseignait de quoi vous étiez fait et que, quoi que cela soit, personne ne pourrait jamais vous enlever cette connaissance-là. Je n'ai pas vraiment saisi le sens de ces mots à l'époque. Je pensais que c'était une de ces phrases que les adultes prononcent pour combler le silence entre les sujets plus difficiles. Mais aujourd'hui, quand je suis plongé dans un briefing classifié ou que je relis une analyse opérationnelle à minuit passé, quand le travail pèse, que les heures s'étirent et que les résultats resteront à jamais anonymes aux yeux du public, je me dis « Oui, c'est exactement cela. Il savait avant moi. » Nous vivions à San Diego, dans une rue bordée de grands érables qui viraient au jaune en octobre, dans une maison aux volets verts avec un petit jardin devant. Mon père tondait la pelouse un samedi sur 2 quand il était là, ce qui n'arrivait pas toujours. Ma mère, Carole, travaillait au service administratif de la circonscription scolaire et faisait tenir l'ensemble sur ce genre de revenu unique qui exige une vigilance extrême chaque mois, sans la moindre marge d'erreur. Elle était compétente, méthodique, discrètement inquiète de presque tout. Des factures, de la voiture, de savoir si elle m'élevait correctement, du téléphone quand mon père était en mission.
Elle l'avait épousé à 24 ans, lui en avait 25, et au moment de ma naissance, elle avait déjà passé 3 ans à apprendre ce que signifie être une famille de la marine. C'est-à-dire dormir dans une maison sans lui, porter la peur qu'il lui arrive quelque chose sans jamais la laisser transparaître quand elle me parlait, et combler le vide que creuse un long déploiement avec suffisamment de routine et de normalité pour qu'un enfant n'en ressente pas l'absence comme une blessure. Elle excellait à tout cela. Elle ne se plaignait jamais. Mais je percevais son inquiétude, aussi jeune fussé-je. Je voyais avec quelle attention elle surveillait le téléphone et comment son visage changeait quand il sonnait. Mon père est mort en 1991, j'avais 8 ans. Un exercice d'entraînement à bord de l'USS Constellation. Un câble qui cède pendant les opérations de pont. Un homme à la mer qu'on n'a pas pu repêcher à temps dans l'eau noire. La marine a envoyé un officier chargé des familles endeuillées chez nous à 7h30 à 7h30, un mercredi matin. Il était jeune, très cérémonieux, debout sur le seuil, son couvre-chef tenu à 2 mains. Ma mère s'est assise à la table de la cuisine et a posé ses paumes bien à plat sur le bois, comme on pose les mains sur quelque chose de solide lorsque l'on a besoin que le sol reste en place. Avec des mots très simples, très précautionneux, elle m'a dit que mon père était parti. Elle a dit « Nous l'avons perdu ». Ce qui d'abord m'a fait penser à quelque chose d'égaré plutôt qu'à quelque chose d'à jamais disparu. Comme on perd ses clés ou un livre emprunté. Je n'ai pas compris le caractère définitif de la chose avant une semaine, peut-être davantage. Il a fallu que l'enterrement passe, que le drapeau plié repose dans son écrin triangulaire sur la cheminée et qu'il ne soit toujours pas revenu pour que je comprenne enfin que perdu n'était qu'une version de partie qui laissait encore un peu d'air pour respirer. Les années qui ont suivi, je n'en parle pas beaucoup, parce que ce qui s'y est passé était ordinaire de cette manière dont le chagrin rend les choses ordinaires. L'école continuait, les repas se faisaient, Carole travaillait, je grandissais, les érables jaunissaient en octobre. Mais cette marine qui m'avait pris mon père était désormais la seule chose qui lui ressemblait encore. Les navires, les uniformes, les matinées précoces, le vocabulaire si particulier, la discipline, la structure, et cette odeur spécifique d'une base navale quand on passe le portail aux côtés de quelqu'un qui y a sa place. Tout cela portait encore un peu de lui. Je sais, c'est un rapport compliqué à tisser avec une institution qui vous a coûté votre père, mais j'avais 8 ans et je n'avais pas encore les mots pour le compliquer. Je savais simplement que près des choses qui me le rappelaient, je me sentais moins seul. Alors je m'en rapprochais autant que je le pouvais. J'ai intégré le programme des cadets de la marine à 15 ans. J'étais l'une des 3 filles dans une unité de 22 et je prenais tout cela avec un sérieux qui déconcertait certains de mes camarades. Mon instructeur, un ancien maître principal de la marine à la retraite, s'appelait Harrison. 22 ans de service répartis sur 3 ports d'attache. Il avait cette autorité tranquille des gens qui ont tout vu et qui choisissent désormais ce qu'ils transmettent. Dans mon évaluation du premier semestre, il a écrit que j'avais l'instinct d'un officier et qu'on aurait du mal à m'ignorer. J'ai gardé cette feuille. Elle traîne encore quelque part dans un carton. Lui y voyait une simple observation sur mes performances. Moi, j'y lisais une promesse que je me faisais à moi-même. Ma mère est venue à la cérémonie du printemps, assise au dernier rang, épuisée comme seules savent l'être les mères seules à la fin de la trentaine, après des années à faire tenir le monde sur un seul salaire, mais aussi fière de cette fierté stratifiée qui émerge parfois de l'épuisement, quand on a tenu assez longtemps. Elle n'a pas dit grand-chose sur le chemin du retour. Elle m'a payé un hamburger dans un dîner près de la base et m'a dit que je m'en étais bien sorti. Cela a suffi. Je me suis inscrite à Penn State à l'automne 2001 grâce à une bourse du corps d'officier de réserve de la marine. C'était la rentrée qui a suivi le 11 septembre, ce qui signifiait que chaque jeune en uniforme sur le campus comprenait, d'une manière que les générations précédentes n'avaient peut-être pas connue, que le choix qu'il venait de poser pesait lourd. Ma mère m'a conduite à l'université un dimanche d'août et elle m'a aidé à monter mes cartons jusqu'au 2e étage de la résidence. Puis, nous nous sommes retrouvés au bord du trottoir, la voiture encore en marche, et elle a pris mes 2 mains dans les siennes. Elle m'a regardé un instant. Elle n'a pas dit ce qu'elle cherchait. Elle a simplement dit
sois prudente. Pas « je suis tellement fier de toi », pas « ton père serait là s'il le pouvait », juste « sois prudente ». Comme si ce mot-là était la consigne la plus importante disponible, celle qui contenait toutes les autres. Je lui ai promis que je le serais. Je l'ai embrassée sur la joue, elle est montée dans la voiture et elle est partie. Je suis resté sur le trottoir, tout ce que je possédais empilé autour de moi, et cette matinée m'a soudain paru immense, mienne, et plus effrayante que je ne l'avais prévu. J'ai été nommé enseigne de vaisseau en mai 2004. La cérémonie était modeste. 12 diplômés, un petit auditorium, des proches assis sur des chaises pliantes posées sur un sol en linoléum, une brève bénédiction d'un aumônier. Ma mère était au 3e rang, dans une robe bleue qu'elle avait achetée pour l'occasion, et elle a applaudi quand mon nom a été appelé. Pas cet applaudissement poli qu'on entend partout. L'autre, celui qui veut dire quelque chose, celui qui vient d'une personne qui observe depuis longtemps et qui voit enfin arriver ce qu'elle attendait. Il n'y avait personne d'autre pour moi. Pas de père muni d'un appareil photo, pas d'oncle, pas de tante ayant fait la route, juste Carole qui applaudissait. Dans la poche de ma veste, j'avais glissé l'ancien insigne de 1er maître de mon père, l'aigle, et les chevrons, légèrement ternis, que j'avais retrouvés dans une boîte à chaussures au grenier 2 semaines plus tôt, alors que je cherchais un vieux bulletin. Je n'avais pas prévu de l'apporter, mais le matin de la cérémonie, je l'ai mis dans ma poche parce qu'il me semblait juste qu'il soit près de moi. Pendant tout le trajet jusqu'à l'auditorium, je l'ai frotté comme une pièce de monnaie. Quand on a prononcé mon nom et que j'ai levé la main droite pour prêter serment, j'ai pensé à lui, accroupi sur un quai de San Diego, me disant que la mer connaissait déjà tout ce qui valait la peine d'être protégé. Et je me suis dit, je vais passer 20 ans à vérifier si c'est vrai. Il y a un après-midi dont je me souviens avec précision, l'été de mes 9 ans, le premier été après sa mort. Ma mère travaillait. J'étais seul à la maison pour la première fois, de cette manière dont les enfants le sont parfois quand on les juge enfin assez grands et trop âgés pour qu'on les surveille. J'ai trouvé le dossier militaire de mon père dans le tiroir du bas du classeur du bureau, dans une chemise cartonnée portant son nom, écrit de sa main sur l'onglet. Je me suis assise par terre et j'ai tout lu. Les évaluations, les félicitations, les affectations, les avis de promotion. Ces commandants utilisaient des formules comme exceptionnellement compétent, techniquement pointu, meneur d'hommes par l'exemple. L'un des rapports disait qu'il était le genre de 1er maître sans lequel un navire ne peut pas fonctionner. J'ai plié cette page-là et je l'ai glissée dans ma poche. J'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé. Puis je suis allé me préparer un sandwich et me suis assise à la table de la cuisine, là où il lisait le soir. Quelque chose s'est posé en moi cet après-midi-là, pas une décision, à proprement parler, plutôt une direction. Un sens de la route, même si je n'aurais pas su en nommer la destination. Ma mère et moi ne parlions pas de lui autant que je l'aurais voulu à cette époque. Elle gérait trop de choses à la fois pour pouvoir consacrer un espace durable au deuil. Quand je l'interrogeais sur lui, elle répondait brièvement et passait à autre chose. Mais lors des meilleurs soirs, quand la cuisine était calme et que la vaisselle était faite, elle s'asseyait à table et me racontait une petite chose vraie, qu'il riait à ses propres blagues avant même d'avoir livré la chute, qu'il tenait une liste permanente de choses qu'il voulait faire pendant ses permissions et qu'il n'a jamais terminé, que la première fois qu'elle l'avait vu en uniforme, elle avait trouvé que c'était l'homme le plus sérieux qu'elle ait jamais croisé, et qu'aussitôt, il avait renversé son café et avait éclaté de rire tout seul. J'ai conservé ces histoires-là comme j'avais conservé le dossier de service. C'était l'homme privé caché à l'intérieur du professionnel, le père que j'apprenais encore à connaître. Les années qui ont suivi ma nomination ont été des années d'accumulation silencieuse et méthodique. C'est la seule manière honnête que je connaisse de décrire le travail du renseignement au grade subalterne. Cela s'accumule. On apprend une chose qui ouvre la porte vers une autre, qu'on suit et dans laquelle on progresse, et un jour on s'aperçoit qu'on suit des fils que les autres dans la pièce ne parviennent pas à démêler aussi vite ni aussi proprement. J'ai progressé dans mes premières affectations à un rythme que mes supérieurs remarquaient et que, pour ma part, je traitais comme une information plutôt que comme un accomplissement. Je ne suis pas quelqu'un que la reconnaissance a jamais motivé en premier lieu. Ce qui me porte, c'est le travail.
La satisfaction précise et reproductible d'avoir une vision claire d'une chose qui, auparavant, ne l'était pas, et de savoir que cette clarté a des conséquences réelles. Que des décisions concrètes dépendent de la justesse de l'analyse. Ma première affectation a été au commandement d'entraînement du renseignement naval de Suffolk, en Virginie. J'y ai passé 2 ans, et j'y ai appris la structure fondamentale du travail analytique, toutes sources confondues, avec une minutie dont je suis restée reconnaissante. J'ai été promu lieutenant de vaisseau en 2006 et affecté à une cellule de liaison avec la Defense Intelligence Agency sur la base interarmée d'Andrews à Washington. Cette affectation a transformé ma compréhension du métier. La cellule de la DIA tirait simultanément des informations de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la CIA, de la NSA. Ce qu'elle exigeait de vous, c'était la capacité à tenir plusieurs flux de données en même temps et à trouver l'image cohérente à l'intérieur de tous, à repérer où ils concordaient, où ils se contredisaient, quelles étaient les lacunes et ce que ces lacunes pouvaient signifier. J'étais bonne à cela. J'avais toujours été bonne dans cet exercice d'intégration, cette capacité à rester debout dans un environnement de signaux embrouillés sans perdre le fil. Mes supérieurs de la cellule de liaison m'ont présenté au programme analyste avancé 2 ans avant la date habituelle. Et j'ai été sélectionné. Je suis devenu lieutenant en 2009 et j'ai rejoint le Naval Joint Intelligence Section comme analyste junior. Le NJIS avait été créé lors de la réorganisation du renseignement qui a suivi l'après 2003, avec pour mission d'améliorer l'intégration interarmée du renseignement, de combler les écarts entre ce que chaque branche savait isolément et de garantir que les commandants ayant besoin de la vision d'ensemble l'obtiennent à temps pour agir. L'organisation était réduite, sérieuse, composée de gens qui n'avaient aucune envie d'être sur le devant de la scène. Je suis arrivé le premier lundi de septembre 2009 et j'ai compris en moins de 2 jours que c'était là ma place. Dès la première semaine, j'ai rencontré la capitaine de corvette Elena Ruiz, qui dirigeait la cellule d'analyse des collectes. À 34 ans, c'était l'officier le plus précis que j'avais croisé en 5 années de service. Précise à la manière de ceux qui ont eu tort autrefois et qui ont décidé que cela ne se reproduirait plus. Attentive aux mots, attentive aux affirmations, incapable d'énoncer une chose qu'elle ne pouvait pas étayer. Un mardi après-midi, elle a regardé mes notes d'arrivée et, sans préambule, elle m'a dit que j'étais sous-employé et qu'elle comptait me trouver des problèmes plus exigeants. Elle l'a fait. La trajectoire de toute ma carrière tient dans cette phrase. Dans chaque relation d'encadrement que j'ai eue depuis, j'ai essayé de faire la même chose quand je la voyais possible. Dire clairement aux gens de quoi ils sont capables, plutôt que de les laisser en faire la découverte au hasard. Le travail à la cellule de liaison de la DIA a été la première affectation où j'ai vraiment compris ce à quoi j'étais douée. Pas seulement compétente, mais remarquablement capable d'une manière particulière. Il existe une forme d'analyse qui exige de tenir la contradiction. 2 sources qui disent des choses différentes du même événement. La tâche n'est pas de trancher, mais de comprendre ce que l'écart lui-même révèle. De quoi il est la preuve. Je savais faire cela. Je pouvais rester assise dans l'ambiguïté plus longtemps que la plupart des gens autour de la table et continuer à travailler plutôt que de céder à la réponse la plus confortable apportée. Mon supérieur à l'époque, le colonel Sullivan, un marine qui avait effectué 3 tours sur le terrain avant le renseignement, m'a dit un jour que j'étais l'une des rares analystes qu'il avait connues à devenir plus certaine à mesure que la situation se compliquait. Je l'ai noté. Lorsque je suis arrivé au NJIS en 2009, je savais clairement ce que je construisais. Pas une carrière au sens classique des cases à cocher, plutôt une œuvre, une contribution cumulative à un problème spécifique et important. Chaque programme que je rejoignais, chaque rotation classifiée que je terminais ajoutait un trait à l'image d'un ensemble réel. Le travail comptait concrètement, de manière que je pouvais mesurer dans les archives opérationnelles, même si je ne pouvais pas l'évoquer à un dîner de fête ni à une réunion d'anciens combattants. Au début de ma trentaine, j'avais appris à ne plus exiger que ces 2 mondes se rejoignent. Le travail suffisait. C'est ce que je croyais, du moins. Puis Harold me présentait lors d'une réunion de famille, et en rentrant, je me garais dans un parking souterrain.
Je restais quelques minutes les mains sur le volant, et je comprenais que non, cela ne suffisait pas tout à fait autant que je me l'étais raconté. Ma mère s'est remariée en juin 2010, j'avais 27 ans. J'ai porté une robe à la cérémonie et je me suis retrouvée assise à une table avec des inconnus à regarder Carole échanger ses vœux avec un certain Harold Bennett, 56 ans, colonel d'infanterie à la retraite après 30 années de service, la poitrine chargée de décoration et cette allure d'homme qui a passé une longue carrière à être la personne la plus autoritaire de presque toutes les pièces où il entrait. Il n'était pas méchant. Il était courtois avec ma mère, attentif là où cela comptait, généreux en compliments comme le sont souvent ceux qui ont appris à tenir une salle. À la réception, il m'a serré la main et s'est enquis de mon travail avec l'intérêt placide de quelqu'un qui sait déjà que la réponse sera moins impressionnante que ce qu'il s'apprête à dire ensuite. « Carole me dit que vous faites du renseignement dans la marine », a-t-il dit. « De l'analyse ?» J'ai répondu quelque chose comme « oui ». Quelque chose comme ça. « Travail de soutien », a-t-il dit en hochant lentement la tête. C'est précieux. L'armée de terre ne fonctionnerait pas sans bon soutien. Un tout autre monde que le terrain, évidemment. Il a prononcé « travail de soutien » de la même façon qu'on dirait « assistante administrative » à la personne qui dirige l'entreprise. Pas par méchanceté, par incapacité sincère à imaginer une autre catégorie. J'ai pris note et classé. Il ignorait ce que je faisais. Très bien, c'était une réception de mariage, il était le nouvel époux de ma mère, la conversation allait s'éteindre dans 2 minutes, j'allais manger mon poulet et rentrer chez moi. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il s'agissait de la première parmi des centaines de conversations similaires, étalées sur 12 années et une douzaine de réunions familiales, durant lesquelles Harold Bennett expliquerait à quiconque se trouvait dans la pièce que la marine alignait des chiffres pendant que l'armée de terre parcourait le terrain, et que moi, en tant que fille de bureau de la marine dans une fonction de soutien, j'accomplissais un travail secondaire, utile et honorable. Il n'a jamais été malveillant. Il était sincèrement, totalement convaincu. Et sa conviction était de celle que 30 ans passés à être le plus diplômé de chaque pièce peuvent pas se produire. Le genre de conviction qui ne se met pas à jour, parce qu'elle n'a jamais eu besoin d'être mise à jour. J'ai été promu capitaine de corvette en 2013. J'avais alors accompli 2 rotations dans des programmes classifiés et contribué à des analyses qui avaient directement orienté des décisions opérationnelles conjointes sur 2 théâtres actifs. J'avais reçu, dans un dossier classifié qu'aucun civil ne verrait jamais, 2 lettres de félicitations de commandants interarmés décrivant mon travail dans des termes que je n'ai pas le droit de répéter. À Thanksgiving, cette année-là, Harold a tenu le crachoir à table pendant 20 minutes, expliquant à 2 de ses amis anciens combattants de l'armée de terre la différence entre renseignement tactique et renseignement stratégique, et la manière dont le renseignement de la marine se tenait plus éloigné de la pointe active. J'ai mangé mes patates douces. Ma mère m'a retrouvé dans la cuisine après le repas. « Il ne pense pas à mal, m'a-t-elle dit. Il ne comprend pas ce que tu fais. Il ne veut pas comprendre. » Lui ai-je répondu. « Ce n'est pas la même chose. Ne fais pas de tout cela une histoire, petit Sarah. » Je n'en ai pas fait une histoire. Je suis reparti le dimanche matin. Je l'ai ruminé un moment. Je l'ai rangé. Et j'ai repris le travail. C'est ce que l'on fait. On le range, le travail continue, et le travail est réel. Il compte. Il vaut qu'on s'y consacre, quoi qu'en pense qui que ce soit à l'extérieur du bâtiment. J'ai été promue capitaine de frégate en 2016, nommée directrice adjointe d'un programme classifié du NJIS, que je n'ai toujours pas le droit de nommer. En 2019, je suis devenue capitaine de vaisseau et j'ai été désignée directrice adjointe de l'ensemble du NJIS, sous les ordres d'un contre-amiral qui a pris sa retraite 2 ans plus tard et dont j'ai pris la relève. Je dirigeais des opérations, je bâtissais des équipes, j'encadrais de jeunes officiers qui, comme moi autrefois, étaient meilleurs qu'ils ne le soupçonnaient. Je vivais dans un appartement à Alexandria et je menais une vie pleine. Bon travail, amitié sincère, soirée qui m'appartenait. Je n'étais pas malheureuse, je n'étais pas seule. J'étais, je crois, encore en train d'attendre quelque chose que j'avais pourtant affirmé plusieurs fois avoir cessé d'attendre. Au VF, double hall auquel Harold appartenait,
En décembre 2016, il a prononcé un discours de fête sur la famille et le service. Il a mentionné un neveu par alliance, ranger dans l'armée de terre. Il a mentionné un cousin qui avait servi au Vietnam. Il m'a mentionné en dernier, presque comme une note en marge. Ma belle-fille sert également, a-t-il dit, dans une fonction de soutien de la marine. Applaudissements polis. J'étais au dernier rang en tenue civile, 33 ans, capitaine de frégate ayant contribué à des opérations dont les hommes présents dans cette salle n'auraient jamais l'autorisation de connaître, ne serait-ce que l'existence. Je suis rentré chez moi et je suis resté 15 minutes dans un parking souterrain avant de pouvoir sortir de la voiture. Pas parce que j'étais effondré, j'avais dépassé ce stade, simplement parce que j'essayais de calculer une fois encore si cela valait la peine d'en être affecté. J'ai décidé que non. Les plafonds ne bougent pas parce qu'on a besoin qu'ils bougent. Je me suis dit que j'en avais fini d'attendre qu'ils voient. Je crois que je l'ai presque cru. J'ai été sélectionné comme contre-amiral au printemps 2023, 40 ans, la plus jeune femme jamais nommée directrice du NJIS. Mon détailleur m'a appelé un jeudi après-midi. Et je suis resté assise dans mon bureau, porte fermée, à fixer le mur un moment. J'ai dit merci, j'ai raccroché, et je suis retourné au briefing que je révisais avant l'appel. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Elle était sincèrement heureuse. Je l'ai entendue clairement, sans condition. Elle a demandé s'il y aurait une cérémonie. J'ai répondu oui, dans quelques mois, et j'ai ajouté que j'aimerais qu'elle y vienne. Elle a dit qu'elle viendrait. J'ai appelé Harold. Il m'a félicité, a dit que c'était mérité, m'a demandé si j'étais toujours au Pentagone. J'ai répondu oui. Il a dit bien. Et il a repassé Carole. Ce fut l'intégralité de la conversation. Le gala de la Fondation de la Marine était programmé pour le 23 janvier 2026. La Fondation avait choisi le Naval Joint Intelligence Section pour recevoir le prix du service distingué, en reconnaissance de sa contribution à une opération interarmée classifiée menée l'année précédente. Le type d'opération qui existe dans les archives classifiées avec une précision minutieuse et qui n'existe pas du tout dans le domaine public. La directrice de la Fondation m'a téléphoné en novembre pour m'annoncer la nouvelle. J'ai accepté au nom de ma direction, avec une fierté tranquille, que je me suis efforcé de ne pas laisser transparaître tant que je n'avais pas raccroché. J'ai fait envoyer 2 billets à ma mère et à Harold. Je me suis dit que c'était une offrande de paix, une manière de dire sans le dire que la porte restait ouverte, qu'elle l'avait toujours été. Mais je savais aussi, dans cette part de moi qui a appris en 43 ans à être honnête sur ses propres motivations, qu'il s'agissait également d'un plaidoyer. Un dernier mémoire. Je voulais qu'il soit dans cette salle. Je voulais qu'il voie de ses propres yeux ce que j'avais bâti, dans un cadre conçu autour de ce bâti où nul ne pourrait le diminuer ni le renvoyer à autre chose. Harold a dit à Carole qu'il ne savait pas trop ce qu'il ferait là-bas. Il a dit qu'il ne connaîtrait personne. Carole me l'a rapporté. J'ai envoyé les billets quand même, avec le programme, le soir du 23 janvier 2026 à 18h30 au Willard Intercontinental de Washington. Je me suis habillé dans mon appartement d'Alexandria. Tenue de service bleu, veste bleu nuit, pantalon blanc, boutons dorés. Je me suis tenu devant le miroir et j'ai fixé les épaulettes d'une étoile, les rubans de décoration au-dessus de la poche gauche, parfaitement alignés. L'insigne doré de qualification au col. J'avais assisté à des événements de ce genre pendant une décennie. Je connaissais presque tous ceux qui seraient dans cette salle, mais cette soirée-là avait un poids différent. Ma mère et mon beau-père allaient être dans cette pièce, et je voulais, juste une fois, me trouver dans le même espace que Harold Bennett, et qu'il voie ce que la marine avait produit. Mon chauffeur m'a déposé à l'entrée latérale, à cause d'une erreur d'itinéraire, et je suis entré par le couloir secondaire qui menait au hall, au lieu de l'entrée VIP. Le hall était en marbre et or, chaud de la lumière des lustres, plein d'amiraux, de généraux, de responsables du département de la défense, de donateurs de la fondation et de leurs familles. Je suis arrivé par le couloir, j'ai bifurqué vers les portes de la grande salle de bal et j'avais fait peut-être 6 mètres quand un homme s'est planté devant moi. Il s'appelait le capitaine de vaisseau Daniel Carter, 46 ans, officier de guerre de surface, 15 ans, à superviser le protocole des événements de la marine, consciencieux, fiable, précis comme doivent l'être les bons coordinateurs. Il ne me connaissait pas.
Le NJIS est suffisamment classifié pour que sa directrice n'apparaisse dans aucun annuaire public du personnel de la marine. Ce qu'il voyait, lui, c'était une femme en uniforme, une étoile argentée sur chaque épaulette, entrée par la porte secondaire plutôt que par l'accès VIP, et qui paraissait plus jeune que n'importe quel contre-amiral qu'il avait croisé jusque-là. « Madame, je dois vérifier vos identifiants. » J'ai dit « Bien sûr. » J'ai commencé à chercher ma carte. « Votre pièce d'identité, » a-t-il dit, tout de suite. Et il m'a saisi le poignet. Ce n'était pas un effleurement. 2 doigts et un pouce autour de mon poignet. La prise d'un homme qui a décidé qu'il régnait sur ce couloir et que l'uniforme devant lui devait être vérifié avant d'avancer. Je sentais mon pouls sous ses doigts. Je n'ai pas tiré. Je n'ai pas haussé la voix. Je l'ai regardé. Il y avait peut-être 30 personnes dans le hall à ce moment-là. Officiers, conjoints, personnel de la fondation, invités près du bar. J'étais consciente de chacun d'eux, avec cette attention périphérique que 20 ans, passés dans des pièces à fort enjeu, finissent par vous donner. J'étais surtout consciente de ma mère et de Harold, debout près du bar, à environ 6 mètres sur ma gauche, coupe de champagne à la main. Je les avais vus à l'instant où j'étais apparue dans le couloir et j'avais enregistré l'expression de Harold une fraction de seconde avant qu'il n'enregistre la mienne. Il s'est penché à l'oreille de ma mère. Il souriait. C'était le sourire d'un homme qui regarde arriver une confirmation. Enfin. Voilà sa belle-fille, en uniforme de la marine, interceptée à l'entrée d'une salle par un capitaine qui, de toute évidence, lui était hiérarchiquement supérieur selon l'évaluation du hall. Voilà l'univers qui lui livrait la conclusion qu'il portait en lui depuis 12 ans. Il a levé son verre. « On n'entre pas à cet événement sans vérification », a dit Carter. « L'insigne d'officier général ne donne pas un accès automatique, madame. J'ai besoin de votre carte d'identification militaire. Maintenant. » Je l'ai regardé. « Vous allez vouloir me lâcher le bras, » ai-je dit. Ma voix était posée. Il a ouvert la bouche. Sa radio a crépité. La fréquence était réglée pour que le son sorte par un petit haut-parleur à sa ceinture. Une fonction de coordination courante pour la sécurité d'événements, conçue pour que son équipe entende les communications croisées dans un environnement bruyant. Dans le silence de marbre du hall, le son a porté plus loin qu'il ne l'aurait sans doute souhaité. Le groupe d'officiers le plus proche, 2 contre-amiraux et un vice-amiral qui discutaient près de l'entrée du couloir, a tourné la tête vers la radio. La voix était celle de l'amiral Thomas Hollis, chef des opérations navales. Il se trouvait dans le poste de commandement au 2e étage de l'hôtel où il surveillait les caméras du hall sur les écrans de la sécurité événementielle. Son aide de camp lui avait signalé la situation 70 secondes plus tôt. Hollis n'avait pas envoyé un aide, il était venu lui-même à la radio. « Capitaine Carter ». Sa voix n'était pas pressée, la voix de quelqu'un qui n'a pas besoin d'appuyer un ordre parce que l'autorité qui le soutient est absolue. Ici l'amiral Hollis, lâchez le contre-amiral Mercer, c'est un ordre direct. Le hall s'est complètement figé. Carter a lâché mon poignet. Il a reculé de 2 pas. Il a pris la position du garde à vous. La couleur a quitté son visage comme elle quitte une pièce lorsqu'un disjoncteur saute. Pas progressivement, tout en même temps, totalement. À côté de lui, un jeune lieutenant de son équipe de sécurité s'est soudain trouvé un endroit passionnant à examiner au sol. Le vice-amiral a tendu la main. « Sarah », a-t-il dit de cette voix qui parachève ce qui était de toute façon destiné à être parachevé. Je lui ai serré la main. L'un des contre-amiraux a hoché la tête. L'autre a dit doucement « Bonsoir, amiral Mercer ». 2 officiers supplémentaires ont quitté le mur près du couloir pour se rapprocher. Je n'ai pas tout de suite regardé Harold. J'ai gardé les yeux là où ils devaient être, sur le visage du vice-amiral, sur la poignée de main suivante, sur la chose correcte à dire au moment suivant. Mais du coin de l'œil, j'ai vu sa coupe de champagne penchée. La tige a glissé entre ses doigts, le verre a basculé, a heurté le bord du bar en marbre et s'est écrasé au sol. Il n'a pas éclaté, mais il a fait un bruit. Un impact net, clair, sur le marbre, audible dans le silence que la voix de Hollis avait creusé. Les invités les plus proches ont tourné la tête vers le verre au sol, puis vers lui. J'ai gardé le regard droit devant. Ce qui m'occupe encore, après tant de mois, à propos de ces 45 secondes, ce n'est pas ce qu'a fait Carter. Son geste était explicable, même si inexcusable. Il avait posé un jugement sur la base d'informations partielles et avait réagi trop vite et trop fort.
Cela arrive dans des environnements sous pression. Ce qui m'habite davantage, c'est ce que ces 45 secondes ont dû représenter pour ma mère et mon beau-père. C'est Harold levant son verre de l'autre côté du hall, le visage déjà installé dans une satisfaction, déjà en train de se raconter l'histoire qu'il attendait. Je pense à la certitude qu'il éprouvait à cet instant, à sa complétude, et je pense à ce qu'il faut pour qu'une telle certitude s'inverse en moins de temps qu'il n'en faut pour terminer une phrase. L'amiral Hollis m'a dit par la suite, lors d'un entretien privé après la cérémonie, qu'il avait regardé les images du hall pendant 1 minute entière avant de prendre la radio lui-même, au lieu d'envoyer un aide. Il voulait que Carter entende l'ordre dans sa propre oreille, directement de la bouche du chef des opérations navales, et comprenne à cet instant ce que cela signifiait pour le restant de sa carrière. Il me l'a confié avec la précision tranquille de quelqu'un qui a rectifié bien des erreurs en bien des années, et qui sait que la manière dont une rectification est posée compte autant que la rectification elle-même. Je l'ai remercié. Je le pensais. Il est descendu du poste de commandement 5 minutes plus tard. Il m'a retrouvé près de l'entrée de la salle de bal et m'a présenté des excuses personnelles. Je lui ai dit qu'aucune excuse n'était nécessaire. Il m'a répondu que Carter ferait l'objet d'une procédure formelle et que ce qui s'était passé était inacceptable à tous les grades. Je l'ai remercié et nous avons continué parce qu'un prix devait être remis et 300 personnes attendaient et la soirée ne tournait autour de rien de tout cela. La cérémonie a eu lieu à 21h15. Un vice-amiral a lu la citation. La salle s'est levée. J'ai prononcé un discours de 3 minutes qui a dit tout ce qu'il fallait dire sans franchir aucune ligne qui compte. J'ai cherché ma mère dans l'assistance et je l'ai trouvée au 4e rang. Son expression avait changé depuis ce que j'avais vu dans le hall. Elle regardait avec l'attention prudente d'une personne en train de réviser quelque chose. Une image intérieure qu'elle portait depuis très longtemps et qui venait de se révéler avoir une forme erronée. Harold était à côté d'elle, dos droit, les yeux baissés sur son programme. Après la cérémonie, au cocktail, Carol m'a retrouvé près du buffet. Elle était venue sans Harold. Elle tenait un verre d'eau à 2 mains. Je ne savais pas que c'était ce genre d'événement. Je t'avais envoyé le programme, maman. Je sais. Je n'avais simplement pas compris de quel genre de programme il s'agissait. Harold est apparu un instant plus tard. Il a tendu la main. Toutes mes félicitations, a-t-il dit. 2 mots. Aucune mention du hall. Aucune mention des 12 années. Une poignée de main et une réponse en 2 mots. Le genre de réponse qu'un homme donne quand on vient de lui annoncer qu'il a sous-estimé quelqu'un et qu'il lui faut accomplir le minimum requis d'acquittement. Pas chaleureux, pas froid, correct, à la manière dont remplir un formulaire obligatoire est correct. J'ai conduit vers la maison à minuit, à travers la ville. Le Jefferson Memorial se découpait, illuminé, contre le ciel de janvier. Mon badge d'événement reposait sur mes genoux. J'avais attendu une soirée comme celle-ci. J'avais cru qu'elle aurait le goût d'une arrivée. Ce que j'ai ressenti en fait, c'était cette fatigue particulière qui vous saisit quand vous avez porté quelque chose très longtemps, que vous le posez enfin, et que vous comprenez que porter n'était pas le problème. Choisir de continuer à porter, voilà le problème. Et c'était vous qui aviez choisi. Je suis rentrée et je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie comme quelqu'un qui venait enfin d'arrêter de plaider une cause devant un juge qui avait déjà quitté la salle. Ce que le gala a clarifié plus que tout, c'est quelque chose que je tournais autour depuis des années sans jamais le saisir tout à fait. Je me répétais depuis longtemps que je n'avais plus besoin de l'approbation de Harold, et techniquement, c'était vrai. Je n'en avais pas besoin, je fonctionnais sans elle. Mais j'avais confondu ne pas avoir besoin et ne pas avoir envie. Ce sont 2 choses différentes, et l'envie avait continué à travailler en sourdine, longtemps après que j'avais cessé, croyais-je, d'en éprouver quoi que ce soit. La nuit au Willard a été la nuit où j'ai posé tout cela à terre. Pas parce que la radio a crépité, même si cela a aidé, parce que je me suis tenu dans ce hall et que j'ai vu le visage de Harold, clairement, et que j'ai compris qu'il était satisfait, qu'il voulait me voir arrêter, qu'une partie de lui espérait cet arrêt, et j'ai compris que pendant 12 ans, j'avais discuté contre un sentiment, pas contre un fait. Le sentiment ne changerait pas en fonction de mes preuves, il était trop ancré. La seule chose que je pouvais modifier, c'était de continuer, ou non, à me présenter à cette dispute.
Dans les 10 jours qui ont suivi, j'ai pris 3 décisions, calmement, l'une après l'autre. D'abord, je ne me suis pas impliqué dans la procédure formelle visant Carter. Il avait mal agi. Le processus était lancé. Mon rôle n'était pas d'en faire mon projet personnel. Ensuite, j'ai cessé d'attendre que Harold tende la main. Enfin, quand il l'a fait, j'ai accueilli ce qu'il m'offrait pour ce que c'était. Il a appelé un dimanche matin, 8 jours après le gala. Il a dit que l'événement était impressionnant. Il a dit que le prix était mérité. Il a dit qu'il n'avait aucune idée que le NJIS était tenu en pareille estime. Ouais. Il a parlé pendant 3 minutes de cette voix mesurée et prudente dont on use pour saluer professionnellement un subordonné qui a dépassé les attentes. Il n'a pas dit pardon. Il n'a pas évoqué le hall, ni le verre, ni les 12 années. Quand il a conclu par un « enfin, bravo », vraiment, j'ai reconnu le plafond contre lequel je m'étais battu. Il n'avait pas bougé. Il ne pouvait pas bouger. C'était le plafond qu'il avait construit lui-même au long de 30 ans, et il n'allait pas s'écarter parce qu'une radio avait crépité dans le hall d'un hôtel. « Merci Harold, prends soin de toi. » J'ai appelé ma mère le lendemain. Je lui ai dit clairement et sans cruauté que je n'organiserais plus d'accès à mon univers professionnel à l'avenir. Non pour punir qui que ce soit, parce que cela n'avait jamais rien apporté ni à elle ni à moi. Elle a dit qu'il avait été fier à sa manière. J'ai répondu que je savais à quoi ressemblait sa manière et que je n'en avais plus besoin. Un long silence. « C'est juste », a-t-elle dit doucement, c'était le plus honnête échange que nous avions eu depuis des années. J'ai raccroché et je suis resté plusieurs minutes devant la fenêtre de la cuisine à regarder la circulation en contrebas. J'ai éprouvé ce que l'on éprouve quand quelque chose de longtemps attendu a enfin été dit. Pas exactement du soulagement. Quelque chose de plus calme, de plus durable. Comme une porte restée entr'ouverte pendant des années qui, enfin, se referme avec douceur. Dans les semaines qui ont suivi, l'incident du gala s'est propagé dans les cercles de la marine comme ces choses-là se propagent. Un capitaine qui agrippe un contre-amiral dans le hall de marbre d'un hôtel pendant que le chef des opérations navales regarde la scène sur les caméras, ce n'est pas le genre d'événement qui disparaît en silence. La procédure formelle visant Carter s'est conclue fin février, une réprimande, une notation dans son rapport d'aptitude qui redirigerait sa prochaine affectation. J'ai reçu un mémo confirmant le résultat et je l'ai archivé. Le capitaine de vaisseau Rebecca Shaw, l'une de mes plus proches collègues au NJIS, m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait eu des échos d'un contact au bureau du juge-avocat général. « Tu as vraiment bien géré ça. » La plupart des gens auraient y fait pareil, Rebecca. Il m'a attrapé le bras dans un hall, je n'allais pas en faire un spectacle. Je sais, je dis simplement que la plupart des gens n'auraient pas tenu. Dans le Delaware, quelque chose d'autre était en train de se jouer, de cette manière discrète dont se jouent souvent les humiliations. Un capitaine de vaisseau à la retraite, Tom Larson, qui avait assisté au gala et connaissait Harold par un contact commun, a évoqué l'incident lors d'une réunion de l'association d'anciens combattants de Harold début février. Il le présentait comme un compliment. Il a décrit ce contre-amiral qu'on s'était mis à intercepter à l'entrée par un capitaine de protocole trop zélé et ce chef des opérations navales qui avait pris la radio en personne. Il se trouve que c'était la belle-fille de Harold, a-t-il dit. Il voulait que cela fasse impression. À certains endroits de la salle, cela a fait impression. Au bar après la réunion, 2 vétérans de l'armée de terre ont retrouvé Harold. « Tu ne nous avais jamais dit qu'elle était si haut placée. »« Je sais ce qu'elle fait, » a répondu Harold. Il ne savait pas ce qu'elle faisait. Il ne l'avait jamais demandé. Je voudrais dire quelque chose à propos de Harold qui me paraît important maintenant, qu'il s'est écoulé assez de temps pour que je puisse le dire sans la distorsion qu'ajoute la rancœur. Ce n'était pas un mauvais homme, c'était un bon soldat, d'après tout ce qu'on en racontait. 30 ans de service, décoré plusieurs fois. Sincèrement engagé dans la mission et à l'égard de ceux qu'il commandait. Il aimait ma mère à sa manière, qui était une manière stable et attentive. Et elle était plus heureuse dans sa maison à lui qu'elle ne l'avait été dans les années précédentes. Il n'était pas cruel envers moi, il n'était pas indifférent, il était limité de cette manière précise dont sont limitées les personnes qui, pendant 30 ans, ont été les mieux diplômées dans chaque pièce où elles sont entrées. Sa carte du service était très détaillée, très exacte, très spécifique à sa branche, à son époque, à son expérience. Elle n'avait simplement pas de place pour ce que je faisais.
Il ne pouvait pas me voir, parce que me voir l'aurait obligé à reconnaître un territoire qu'il avait décidé inexistant. C'est une limite humaine. J'ai cessé de l'appeler un choix. Je crois qu'il s'agissait plutôt d'une habitude qu'il n'a jamais examinée. Ce n'est pas la même chose. Fin février, Harold s'est installé devant son ordinateur et a cherché Naval Joint Intelligence Section. Sur Internet, il n'a presque rien trouvé. Une ligne dans un rapport du Bureau de la responsabilité gouvernementale de 2023. Directrice du NJIS, contre-amiral S. Mercer. Il a fixé la ligne. Puis, il a fermé le navigateur. Carol me l'a raconté quelques semaines plus tard. Il n'a plus dit grand-chose après. Il est juste devenu très silencieux. J'ai appris au fil de longues années, dans de nombreuses pièces, que certaines personnes se taisent lorsqu'elles comprennent à quel point elles se sont trompées. Ce silence-là était ce que Harold Bennett approcherait de plus près d'un aveu à voix haute. J'avais attendu 12 ans, quelque chose de différent. En mars, j'avais cessé d'attendre. Début mars, Carol a commencé à m'appeler le dimanche matin. Pas à propos des impôts, ni du jardin d'un voisin, ni de la santé de quelqu'un. Juste des appels. Le premier dimanche, 4 minutes. Le deuxième, 40. Le troisième, j'avais déjà pris l'habitude de garder mon café au chaud et de ranger ce que j'étais en train de lire avant qu'elle ne compose le numéro. Elle m'a dit qu'elle avait consulté le site de la Fondation de la Marine, qu'elle avait lu la section consacrée au NJIS. Elle m'a dit que le site décrivait des opérations menées simultanément sur 4 théâtres. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ?» a-t-elle demandé. « Tu ne l'as jamais demandé. » J'ai laissé le silence se poser. « Je sais, » a-t-elle dit. « Je sais. » Le deuxième dimanche, elle m'a demandé de lui expliquer la forme de mon travail, pas les détails classifiés, juste ce que cela voulait dire au niveau humain, que les bonnes personnes aient la bonne image à temps pour agir avec justesse. Alors des vies dépendent de tes analyses ? Oui, maman, c'est le cas. Un long silence est tombé, puis ton père aurait parfaitement compris cela. Elle n'avait pas prononcé son nom comme ça depuis des années, comme un pont entre nous, et non comme une plaie. Je n'ai pas su quoi en faire pendant un long moment. Je me suis contenté de rester avec. Le troisième dimanche, elle a parlé de lui plus directement qu'elle ne l'avait fait depuis peut-être une décennie. Elle m'a dit qu'elle avait craint pendant des années que je sois devenu obsédé par la marine comme moyen de rester proche d'un fantôme. Qu'elle s'était tenue à distance de ma carrière parce que la regarder de trop près l'obligeait à ressentir combien il lui manquait. Je ne supportais pas de te voir aimer la chose même qui me l'avait pris, m'a-t-elle dit. Je pensais que si je le gardais petit, je garderais le manque petit aussi. Je lui ai répondu que je savais. Elle a dit qu'elle s'était excusée pour moi auprès de Harold, parce que c'était plus facile que d'expliquer pourquoi elle ne pouvait pas se tenir à côté de tout cela sans se briser un peu. Elle n'excusait pas ce qu'elle avait fait, elle m'expliquait d'où cela venait. C'est une chose plus difficile à offrir et plus utile à recevoir. Je lui ai dit que je comprenais. Je le pensais. Un jeudi soir de fin mars, elle a appelé en dehors de l'horaire du dimanche matin et m'a invité à dîner. Juste nous deux. Je ne veux pas que Harold vienne. C'était la première fois en 16 ans que Carol Bennett prononçait ces 6 mots. J'ai accepté avant même d'avoir fini de traiter la question. Un petit restaurant italien à Silver Spring qu'elle avait choisi elle-même sur une liste que je lui avais envoyée 2 ans auparavant et qu'elle avait apparemment conservée. Elle était déjà là quand je suis arrivé, installée dans la banquette d'angle, un verre d'eau devant elle et un menu qu'elle n'avait pas ouvert. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir et plus prudente dans ses gestes. Je me suis assise et j'ai tenté de me rappeler la dernière fois où nous avions été seuls dans un restaurant, sans raison particulière, sans anniversaire, sans corvée, sans sujet difficile, qui exigeait un terrain neutre. Je n'ai pas pu me le rappeler clairement. Cela m'a paru significatif. Nous avons commandé et nous avons parlé de petites choses d'abord. Puis elle a reposé son pain et a fixé la nappe. « Je te dois quelque chose. » J'ai attendu. Je lui ai répété pendant des années que tu allais t'assagir, que, tôt ou tard, tu ferais quelque chose qu'il pourrait poser sur une étagère et reconnaître. Je me suis excusé pour toi auprès de lui, auprès de ses amis, auprès de gens à l'église que je connaissais à peine, pendant des années, et je n'ai pas pleinement compris que je le faisais avant tout récemment. Depuis combien de temps savais-tu,
ai-je demandé. Je pense que je savais depuis longtemps. J'ai choisi la direction la plus facile. Un silence. Lui, il faisait paraître les choses stables. Toi, tu les faisais paraître comme ton père, merveilleuses et terrifiantes à la fois. Et je n'ai pas su tenir ces deux sentiments en même temps pendant très longtemps. Je sais, maman. J'ai tendu la main à travers la table. Je n'étais pas prête à dire que tout était pardonné. 12 années, cela ne se comprime pas sans qu'on y perde quelque chose de réel, et je n'allais pas faire semblant du contraire. Mais j'étais prête à dîner avec elle, et à le penser. J'étais prête à être dans la même pièce sans rien jouer pour elle, et sans lui demander de jouer quoi que ce soit pour moi. Dehors, la rue était froide et claire comme peut l'être la fin mars. Elle a pris mon bras au bord du trottoir, et nous sommes restés un moment dans l'obscurité avant les voitures. J'ai appris qu'ils ont réaffecté ce capitaine. Carter, c'est cela? Oui. Bien. Plate et sûre. Et ton père aurait été furieux. J'ai failli sourire, pas tout à fait. Le moment ne s'y prêtait pas encore. Mais j'en avais envie. Nous sommes restés au coin de la rue un moment de plus avant de nous séparer pour rejoindre nos voitures. Elle ne m'a pas offert d'excuses formelles à la hauteur de ce qui avait été fait. Elle avait dit ce qu'elle avait dit à table et l'avait pensé. Et elle se tenait là, dans le froid, sans partir, le bras glissé sous le mien, jusqu'à ce qu'il soit vraiment l'heure de s'en aller. C'est tout ce qu'elle avait à offrir. C'était la chose la plus difficile et la plus durable. Je lui ai tenu le bras un instant encore. Puis nous nous sommes séparés. Je n'ai pas parlé à ma mère, ce soir-là, de la notification que j'avais reçue la semaine précédente. J'étais examiné pour une nomination au grade de contre-amiral de la moitié supérieure. Une seconde étoile. Rien n'était confirmé, mais la notification était arrivée, ce qui signifiait que le comité de sélection y pensait, ce qui signifiait que la carrière que j'avais bâtie avait produit quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à anticiper trop clairement. Je me suis tenu face à ma mère dans ce restaurant de Silver Spring et je n'ai rien dit. J'ai mangé mes pâtes, je l'ai écoutée et j'ai laissé la soirée être ce qu'elle devait être. Pas une question de grade, ni de titre, ni de rien de ce qui peut être posé sur une étagère. Il y aurait du temps, plus tard, pour tout le reste. Pour l'instant, il y avait le pain, la lumière tamisée, les mains prudentes de ma mère, et le premier repas que nous partagions depuis des années où aucune de nous n'était en train de gérer quoi que ce soit. Je suis resté dans ma voiture quelques minutes avant de démarrer. La rue était calme. Les feux arrière de Carole étaient 3 places devant. Je les ai regardés s'allumer dans l'obscurité. Je ne savais pas ce que notre relation allait devenir, ni si Harold changerait d'une quelconque manière qui m'atteindrait, ni si les appels du dimanche s'installeraient dans une habitude durable, ou s'il n'était plus qu'une saison. Je ne savais pas. Mais la question me semblait mienne pour la première fois depuis longtemps. J'ai démarré et je l'ai suivi. La promotion est arrivée par écrit la semaine suivante. J'ai lu la notification 2 fois à mon bureau, puis je l'ai rangée dans le dossier où vont ces choses-là, et j'ai appelé ma mère le dimanche. Elle le savait déjà, sans que je ne sache comment. Carole sait toujours, même quand elle ne demande pas directement. Elle a dit « Bien ». Puis elle m'a invité à dîner le week-end suivant. J'ai dit oui. Elle a préparé le plat de pâtes que mon père demandait pour son anniversaire et qu'elle n'avait plus cuisiné depuis 20 ans, et qui avait exactement le goût dont je me souvenais. Lundi 6 avril 2026. Pas de cérémonie, pas de prix, pas de hall de marbre. Juste le Pentagone un matin ordinaire, c'est-à-dire en pleine activité, avec ce type de travail dont presque personne à l'extérieur du bâtiment n'a idée. Je suis arrivé à 7h15, j'ai salué l'officier de garde, j'ai dépassé 3 lieutenants déjà plongés dans un cycle de briefing à la longue table. Près de la porte de mon bureau, un dossier en carton à la main, avec cette expression d'un homme qui attend depuis quelques minutes et qui s'efforce d'avoir l'air de venir d'arriver, se tenait l'enseigne de vaisseau Ethan Brooks, 22 ans, 4 mois dans son affectation au NJIS, vif à la manière particulière des personnes très capables qui n'ont pas encore compris ce que « capable » signifie dans la pratique, avant que quelqu'un ne leur montre les problèmes plus difficiles. Dans le temps que nous avions passé ensemble, j'avais essayé de les lui montrer. J'avais pris le temps d'écouter ses bonnes questions, de contester ses conclusions frileuses, de lui dire clairement quand son travail était excellent, et avec la même clarté quand il ne l'était pas. Je connaissais cette expression.
Je l'avais porté un jour devant un autre bureau dans ce même bâtiment, avec un autre dossier, en me demandant s'il fallait frapper. Ce qui m'avait fait frapper, c'était une capitaine de corvette qui m'avait dit que je me gâchais et qu'il avait pensé sans flatterie. Brooks entrait. Il avait été accepté au programme analyste avancé de la NSA, la filière la plus compétitive du renseignement dans la marine. Le programme que j'avais suivi à 28 ans, celui qui avait ouvert toutes les portes suivantes. Il m'a dit qu'il avait postulé parce que, 6 semaines plus tôt, à la fin d'une longue journée, en relisant un briefing de signaux, je lui avais dit en passant « Vous pensez comme quelqu'un qui a sa place dans ce programme, alors postulez. » Il ne m'avait pas dit qu'il postulait, il avait simplement postulé. Je voulais vous dire merci, madame. Vous me l'avez dit, et je vous ai cru parce que vous ne cherchiez pas à me faire plaisir. J'ai réfléchi un moment, après son départ. Je n'avais pas eu conscience que cela méritait d'être souligné. J'avais regardé son analyse, j'avais reconnu ce qu'elle contenait, et je l'avais dit. C'est tout ce que j'avais fait. Mais je savais comment cela fonctionne, côté réception. Comment une seule phrase honnête prononcée par quelqu'un qui n'a aucun intérêt à vous flatter peut porter plus loin que des années d'encouragement tiède et prudent. Elena Ruiz m'avait dit 3 phrases à l'automne 2009, et je suivais toujours ces phrases dans des salles dont je ne soupçonnais pas alors l'existence. Bien, lui avais-je dit, ne gâchez pas cette place. Cette semaine-là, j'avais été dans des pièces où les enjeux étaient lourds, l'analyse difficile, et les commandants qui prenaient les décisions avaient besoin d'une image claire de la part de ma direction. Je leur avais fourni cette image. Le travail avait été bon, et je le savais, et mon équipe le savait, et les gens qui s'y étaient appuyés ne le sauraient jamais, parce que ce n'est pas ainsi que ce travail fonctionne. Et c'est très bien. C'est l'accord que j'avais passé 22 ans plus tôt, en levant la main droite. L'accord, c'est qu'on fait le travail. Le travail compte, et le registre de ce travail vit dans des pièces où la plupart des gens n'entreront jamais. Il ne finit pas sur une étagère dans une salle d'anciens combattants du Delaware. Il finit dans les archives opérationnelles, celles qui racontent l'histoire de décisions qui ont gardé des gens en vie. C'est un autre genre d'étagère, c'est une meilleure étagère. Il a hoché la tête et il est parti. J'ai regardé la porte se refermer. À midi, en mangeant à mon bureau comme à mon habitude, un message est arrivé sur mon téléphone personnel, de ma mère. Juste une photographie, sans texte en dessous, une photographie encadrée de mon père, dans sa tenue de service de 1er maître. Le cadre était vieux, légèrement taché d'eau, dans un coin, le genre de cadre qui a traversé les décennies et plusieurs déménagements avec la photo qu'il contient. Il avait trôné dans le couloir de notre maison de San Diego aussi loin que remontaient mes souvenirs. Je ne l'avais pas revu depuis le déménagement de Carol chez Harold, quelque part en 2010. Une ligne de texte est arrivée quelques secondes plus tard, trouvée dans un carton. Je me suis dit que tu devrais la voir. Mon père a 29 ans, l'âge que j'avais quand j'ai été promu capitaine de corvette. Il est en tenue d'apparat, droit, regardant l'objectif. L'expression est sérieuse sans être sévère. L'expression d'un homme qui prend son travail au sérieux sans avoir besoin que quiconque confirme qu'il doit le faire. Il n'est jamais devenu officier. Il a servi dans le monde de la troupe, le monde des sous-officiers supérieurs qui font tourner les navires depuis l'intérieur, qui rendent possible la réalité opérationnelle pendant que la couche des officiers prend les décisions. Il était bon à cela. Il aurait compris ma vie parfaitement. Je suis resté avec cette photographie un long moment, assez longtemps pour que l'un de mes lieutenants frappe, jette un regard à travers la porte et la referme doucement, sans un mot. À 17:40, j'ai verrouillé mon bureau et je suis descendu. Dans le couloir principal, près du Huring, il y a un mur de photographies. Amiraux, chef d'état-major interarmé, sous-secrétaire, secrétaire à la défense à travers les décennies, j'étais passé devant des centaines de fois. Ce soir-là, je me suis arrêté. J'ai 43 ans. Je suis contre-amiral dans la marine des États-Unis. Je dirige une organisation classifiée du renseignement qui touche à des opérations actives sur 4 théâtres simultanément. Des décisions sont prises ce soir par des commandants qui s'appuient sur des analyses produites par mon équipe et ces décisions garderont des gens en vie et ces gens ne sauront jamais mon nom et je ne saurai jamais le leur. Et c'est exactement comme cela que les choses doivent se passer. Je suis précisément ce que j'allais devenir.
Je suis précisément cela depuis l'âge de 6 ans, sur un quai de San Diego. Harold Bennett m'a dit un jour que la marine ne produisait pas de vrais soldats. Il avait raison. Nous produisons autre chose, et j'ai passé 20 ans à apprendre ce que c'était. Pas pour le lui prouver, pour le mériter pour moi-même. Il y a une vraie différence entre ces deux démarches. Il m'a fallu longtemps pour la saisir, je la saisis maintenant. Je suis sorti dans l'air du début avril. La ville s'étalait dans les dernières lueurs de l'après-midi. J'ai fouillé ma poche et j'y ai trouvé mon trousseau de clés et l'insigne de premier maître de mon père, l'aigle et les chevrons, légèrement ternis là où il l'avait été depuis mai 2004. Je l'ai frotté une fois, puis j'ai changé mes clés de main et j'ai marché vers le parking. Quelque chose s'est déplacé en moi durant ces appels du dimanche de mars et je n'ai pas de mots nets pour le nommer. Ce n'était pas exactement du pardon, pas la version dramatique, c'était plutôt une réduction. La chose qui occupait tout cet espace depuis 12 ans est devenue plus petite, non pas parce que le grief s'était dissipé, mais parce que j'avais cessé de le nourrir avec mon attention. La voix de ma mère, le dimanche matin, a posé des questions prudentes et les pensées avaient occupé l'espace que le grief utilisait auparavant. C'était un meilleur usage de cet espace. Quand Brooks a quitté mon bureau ce lundi-là, je suis resté un moment dans le calme. J'ai pensé à la chaîne. Elena Ruiz me disant que j'étais sous-employé, moi disant à Brooks qu'il avait sa place dans les problèmes plus difficiles, celui ou celle à qui Brooks dira un jour quelque chose de vrai et de direct dans un couloir. J'ai pensé à une petite fille assise par terre dans un bureau de San Diego, une chemise cartonnée qu'elle n'avait pas le droit de trouver posée devant elle, lisant les rapports d'aptitude de son père et pliant le meilleur pour le glisser dans sa poche. J'ai pensé à ce qu'elle construisait déjà, à 9 ans, à partir des preuves de ce qu'il avait été. J'ai pensé au trousseau dans ma poche, à l'aigle et au chevron, au poids d'une chose minuscule que l'on porte depuis longtemps. Si, depuis des années, on vous répète que ce que vous construisez ne compte pas, je veux que vous sachiez que la construction ne s'est pas arrêtée. Le travail ne s'est pas arrêté. Et, qu'on vous le dise un jour directement ou non, il finit par parler de lui-même. C'est la seule fin que peut avoir ce genre d'histoire. Et c'est suffisant. Cela a toujours été suffisant. Il faut juste tenir assez longtemps pour le découvrir. J'ai beaucoup repensé à cette nuit dans le hall depuis janvier. Pas avec de la colère. J'ai dépassé la colère il y a un moment. Ce à quoi je reviens, ce sont ces 45 secondes entre l'instant où il m'a attrapé le bras et l'instant où la radio a crépité. 45 secondes à rester debout, en uniforme, sous le regard entier de ma mère et de mon beau-père sans me dégager, à attendre. J'ai passé 22 ans dans des pièces qui m'exigeaient d'attendre sans broncher, et j'ignorais que la plus éprouvante serait un hall d'hôtel à Washington, avec ma mère qui regardait depuis le bar. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce que je construisais n'a jamais tourné autour de l'approbation de Harold, ni de celle de qui que ce soit. C'était le travail, les personnes qui avaient besoin de la bonne image au bon moment, et l'équipe qui la leur fournissait, et les opérations qui se passaient bien, grâce à ce que nous produisions. C'est pour cela que tout cela existait, depuis toujours. Si, dans votre propre vie, quelqu'un vous a répété pendant des années que ce que vous bâtissez ne compte pas, je veux entendre votre histoire. Laissez un commentaire et racontez-la. Et si ce récit a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres viendront. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui, partagez. À très vite dans le prochain récit.